365 jours de guerre, de terreur, de catastrophes naturelles, mais aussi de formidables découvertes. Alors on rembobine le film de l'année 2014 pour se le repasser en avance rapide. Après 3 ans de guerre sanglante en Syrie, la situation a pris un tournant inédit en 2014. D'un groupe djihadiste parmi d'autres, le IIL est devenu l'État islamique et a conquis un important territoire à cheval sur la Syrie et l'Irak. Si la ville de Kobané reste un mur auquel les djihadistes se heurtent encore aujourd'hui, le califat est désormais si étendu qu'il sera bien difficile à combattre. D'autant que ces soldats ne font preuve d'aucune pitié. Massacres de minorités, les yézidis sont aujourd'hui menacés de génocide. Enlèvements et assassinats face caméra de journalistes et humanitaires occidentaux font partie de leurs habitudes. Aujourd'hui, l'EI exerce une influence telle que des groupes prennent exemple et se revendiquent d'eux, tels les soldats du califat qui ont exécuté Hervé Gourdel en Algérie. Des groupes, mais aussi les fameux loups solitaires dans les pays occidentaux, de l'attaque du café Lindt à Sydney, I'm now hearing extremely loud explosions. à la fusillade au Parlement canadien, en passant par l'attaque présumée terroriste de 2 policiers à jouer les tours en France. Du côté d'Israël et de la Palestine, force est de constater que la mort d'Ariel Sharon n'a pas enterré les tensions. Avec l'opération Bordure Protectrice dans la bande de Gaza, c'est la 4e fois en 8 ans qu'Israël lance une opération militaire. Résultat, au bout de 50 jours de conflit, 2140 victimes palestiniennes, 70 israéliennes, une guerre sans réel vainqueur et des tensions qui sont toujours vives aujourd'hui à Jérusalem. L'autre grand feuilleton militaire de 2014 s'est déroulé en Ukraine, alors que le président Viktor Yanukovych entend ne pas signer un accord d'association avec l'Europe, des manifestations de grande ampleur occupent la place Maïdan à Kiev. Pas question de se rapprocher de la Russie pour ses opposants, et ils le font savoir malgré une répression sanglante. Au final, Yanukovych se fait destituer et un gouvernement pro-Europe prend forme à Kiev. Seulement, le pays est historiquement partagé entre Russie d'un côté et Europe de l'autre. Alors, très vite, la Crimée proteste et proclame son indépendance, tandis que les séparatistes pro-russes, largement aidés par Moscou, organisent leur référendum d'autodétermination dans les régions de Donetsk et Lugansk. À ce jour, l'Ukraine reste en guerre et cristallise le match géopolitique qui oppose l'Occident à un Vladimir Poutine qui n'entend pas céder un pouce de territoire de sa nouvelle Russie. De l'autre côté du Pacifique, tandis que Barack Obama tente d'effacer les stigmates de la guerre froide en renouant avec Cuba, I've instructed Secretary Kerry to immediately begin discussions with Cuba to re-establish diplomatic relations that have been severed since January of 1961. D'autres vieux démons refont surface, ceux du racisme. La mort de Michael Brown, tué le 9 août à Ferguson par un policier blanc, déclenche une vague de protestations qui dénonce le profilage racial des forces de l'ordre américaines. Et l'actualité qui a suivi Ferguson n'est pas sans leur donner des arguments. À New York, Eric Garner meurt d'une crise cardiaque après avoir été étranglé par une technique pourtant interdite par la police. Tandis qu'à Cleveland, dans l'Ohio, un enfant de 12 ans est abattu pour avoir joué avec un pistolet en plastique. Et comme s'il n'y en avait pas assez pour attiser des tensions déjà vives, 2 policiers ont été tués par un déséquilibré qui disait venger la mort de Brown et Garner. Bref, 2014 a été encore une fois une année de conflits à travers le monde, et comme bien souvent, les premiers à en pâtir, ce sont les plus faibles. Au Mexique, 43 étudiants sont enlevés, probablement tués par les cartels de la drogue. Au Nigeria, 200 lycéennes enlevées par la secte islamiste Boko Haram sont promises à une conversion et au mariage forcé. Tandis qu'au Pakistan, les talibans attaquent un lycée de Peshawar et massacrent 141 personnes,
dont 132 lycéens. Alors, dans un tel contexte, on ne peut que souffler et se réjouir que le Nobel de la paix ait été attribué à la jeune Malala Yousafzai, militante pour l'éducation qui fut elle-même cible des talibans. En France, le conflit est surtout politique et cogné sur François Hollande est devenu un sport national. Car le président de la République a passé une sale année dans sa vie privée comme publique. L'affaire Trierweiler-Gaillet a fait les choux gras du magazine Closer en janvier, et une fois l'ex-première dame répudiée par un simple communiqué AFP, celle-ci sort le bazooka dans un livre où elle raconte les coulisses de sa rupture. Plus grave encore, Valérie Trierweiler affirme que François Hollande n'aime pas les pauvres et qu'il les qualifie même de sans dents. Un coup de plus pour l'image d'un président qui a de plus en plus de mal à expliquer pourquoi sa politique est de gauche. Il faut dire qu'en nommant Manuel Valls Premier ministre après la violente défaite des municipales et des européennes, la gauche du PS ne pouvait qu'être vent debout. Résultat, une politique sociale libérale assumée. J'aime l'entreprise. Ich mag die Unternehmen. Une gauche du PS frondeuse qui proteste très bruyamment contre François Hollande, des députés jusqu'à son futur ex-ministre Arnaud Montebourg qui provoquera la démission du gouvernement Valls 1. J'ai demandé et sollicité du président de la République une inflexion majeure de notre politique économique. En passant par son ex-rival Martine Aubry. On est vraiment dans une sorte de télé-réalité pathétique. Et comme si le sort décidait de s'acharner encore un peu plus, le secrétaire d'État Thomas Thévenoud, malade, souffrant de phobie administrative, ce sont ses mots, doit démissionner seulement 9 jours après sa nomination pour avoir oublié de payer ses impôts, son loyer, ses amendes ou encore son kiné, mais reste bien député à l'Assemblée. Je suggère de voir un psychologue, quoi. Tandis que le drame du barrage de Sivins et la mort d'un jeune militant jettent une lumière crue sur les méthodes policières. C'est quoi ça? Oh, ouais, ça part. Alors, la goutte qui fait déborder le vase, le plus important dans tout cela, c'est le bilan économique du président. Car l'indicateur principal de sa réussite qu'il avait lui-même promis d'inverser, la courbe du chômage, continue encore et encore de monter. Alors, face à un exécutif affaibli, la droite, qui reprend d'ailleurs le Sénat en 2014, ne peut que se porter bien. Non. Elle est bien trop engluée dans ses rivalités internes et ses affaires que l'on n'arrive plus trop, soyons honnêtes, à suivre. Il y eut d'abord Jean-François Copé et sa démission de la présidence de l'UMP à la suite de l'affaire Big Malion, un vaste système de fausses factures présumées destiné à absorber les dépassements de campagne colossaux de Nicolas Sarkozy. Il y a eu un dérapage. Jean-François Copé sorti, il faut donc un nouveau président de l'UMP et c'est là qu'un certain Nicolas Sarkozy décide de revenir dans l'arène. La reconquête passera par celle du parti, il faut donc adopter un discours qui plaise aux militants. Le mariage pour tous tel qu'il est organisé, la séparation entre la filiation et le mariage est impossible. Si vous préférez qu'on dise qu'on doit l'abroger pour en faire une autre, en français ça veut dire la même chose, mais ça aboutit au même résultat. Enfin, si ça vous fait plaisir, franchement... Résultat, Sarkozy gagne avec 64,5% des voix, un score moyen qui ne l'immunise pas contre ses adversaires pour 2017, car Alain Juppé reste en embuscade. Des primaires ouvertes afin de choisir celui qui, le moment venu, nous conduira à la victoire. Et la génération des quadras n'entend pas se laisser faire. Mais le plus grand adversaire de Nicolas Sarkozy, ce sont peut-être les affaires. Big Malion bien sûr, mais aussi une mise en examen pour trafic d'influence présumé auprès d'un haut magistrat à la Cour de cassation, ou encore l'amende des comptes de campagne, il y en a tant que ses rivaux comptent bien en profiter. François Fillon aurait ainsi demandé au secrétaire général de l'Élysée Jean-Pierre Jouyet d'accélérer les procédures pour éliminer son rival à l'UMP. Mais notons qu'au petit jeu des casseroles judiciaires, Nicolas Sarkozy est loin d'être le seul. Patrick Balkany, Serge Dassault, Maryse Joissains, Sylvie Andrieux, Jean-Noël Guérini, les ennuis judiciaires ont plu sur la classe politique en 2014 et tout ça fait bien l'affaire de quelques-uns. Marine Le Pen pourra en effet fêter la Saint-Sylvestre une flûte de champagne à la main.
Le parti frontiste capitalise sur la crise de confiance dans la classe politique et continue de monter avec un score record au municipal. À Hénin-Beaumont, vous le découvrez, Steve Briouat, le candidat du Front National, obtient selon notre estimation 50%. Et aux européennes. Le Front National largement en tête pour la première fois dans une élection nationale avec 25%. Reste à savoir si le Front mariniste arrivera définitivement à faire oublier les origines nauséabondes de son mouvement. Et Monsieur Bruel aussi. Ah oui, enfin oui, ça m'étonne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Quoique 2014 aura aussi été une année où la parole d'extrême droite se sera particulièrement assumée, des relents antisémites de Dieudonné en janvier, à la prise de parole permanente d'Éric Zemmour. Les Normands, les Huns, les Arabes, des grandes invasions d'après la chute du Rome sont désormais remplacés par les bandes de Tchétchènes, de Roms, de Kosovars, de Maghrébins, d'Africains qui dévalisent, violentent ou dépouillent. Bref, l'actualité n'a pas été très joyeuse en 2014. À Hong Kong, les manifestants se font réprimer. En Afrique de l'Ouest, le virus Ebola fait 7708 morts. Les intempéries catastrophiques se multiplient. Un ferry coule en Corée du Sud faisant plus de 300 victimes. 5 avions commerciaux se crashent, explosent en vol ou disparaissent. Alors, face à tout cela, un peu de sport pour se détendre ? Car l'année sportive a été chargée. Renaud Lavillenie bat le record du monde de saut à la perche à 6,16 m, Loïc Perron remporte la route du Rhum, Florent Manodou collectionne les médailles, Martin Fourcade brille aux Jeux de Sochi, la Suisse gagne sa première Coupe Davis avec un Roger Federer tout de même âgé de 33 ans, la France fait un parcours honorable en se faisant éliminer en quart de finale de la Coupe du Monde, tandis que le Brésil prend une incroyable déculottée face à l'Allemagne qui remportera finalement le trophée. Mais le sport, ce n'est pas que le beau geste, mais aussi des histoires de gros sous. L'OM est englué dans une affaire de rétrocommission suspecte suite à des transferts, et certains clubs de Ligue 2 sont accusés d'avoir truqué des matchs pour des paris sportifs. Et puis 2014, c'était encore beaucoup d'autres actualités, en bref. Le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est poussé vers la sortie. Dilma Rousseff est-elle réélue au Brésil? Le dernier otage français, Serge Lazarevich, est libéré. Oscar Pistorius est condamné à 5 ans de prison ferme pour homicide involontaire de sa petite amie. Des pirates hackent Sony, des photos dénudées de célébrités, Snapchat ou encore les réseaux de PlayStation et Xbox. Les Écossais votent pour rester dans le Royaume-Uni. Un télescope découvre les échos du Big Bang. Alain Finkielkraut rentre à l'Académie française. Le travesti à barbe Conchita Wurst remporte l'Eurovision. La terre entière se verse des seaux d'eau glacée sur la tête contre la maladie de Charcot. Tandis que le robot Philae explore, lui, la comète Chury. Alors, rêvons en 2015 que de nouvelles frontières spatiales seront à nouveau franchies loin, très loin des préoccupations terrestres. D'ici là, passez un très bon réveillon et à l'année prochaine.